Salut les gars, nouvelle vidéo assez spéciale. On va répondre à vos unpopular opinions. Vous avez été des centaines à me répondre sur Twitter et Instagram. Je vous en remercie. Sur ce, vous voyez que je ne suis pas tout seul. Donc je te laisse le présenter. Ouais, merci. Moi c'est Jordan, donc l'autre CM de Football Day, donc quand Matteo n'est pas disponible. Et c'est moi aussi le monteur pour les vidéos YouTube, donc grand fan du GOAT Lionel Messi. Et puis voilà, Bon, on va y aller. Du coup, je te laisse le faire. c'est parti générique. Thiago Silva à son prime est le meilleur défenseur de sa génération en concurrence avec Sergio Ramos. T'en penses quoi? En soi, je suis assez d'accord. En tout cas, si on parle du point de vue des qualités de défenseur pur, Thiago Silva, c'est pas déconnant de le mettre tout en haut de la hiérarchie, peut-être même devant Ramos, hein, sur le point juste de la récupération de balles, de vraiment savoir défendre, de l'art de défendre. Après, le problème, ça va être le palmarès qui va jouer en sa défaveur, mais le classer en dessous de Sergio Ramos, par exemple, sur la décennie récente, c'est pas si déconnant que ça, je trouve. Je suis plutôt d'accord. Ben, du coup, pour moi, je pense qu'il y a déjà deux défenseurs qui passent au-dessus de lui. Déjà Ramos, ça c'est sûr, mais deux défenseurs en dessous de Ramos et un qui touche presque Ramos, pour moi c'est Giorgio Chiellini et il y a Pepe au Real. Pepe c'est vraiment le défenseur sous-coté, il a sa Ligue des Champions avec le Real qui est un moment marquant. Il a l'Euro 2016 avec le Portugal où il a été pour moi le meilleur défenseur de la compétition. En plus de ça, ce qu'il est encore en train de faire avec Porto à cet âge, c'est incroyable. En plus de ça, je vais rajouter un petit truc. Comme je l'ai dit avant, il y a Giorgio Chiellini. Et pour moi, en termes de niveau défensif, propre à un défenseur, Giorgio Chiellini, il est même au-dessus de Ramos pour tout ce qu'il dégage défensivement, l'aura d'un capitaine. En plus de ça, il a ses moments marquants. Certes, il y a les finales de Ligue des Champions perdues de la Juve, mais il y a quand même l'Euro, là, il y a quelques ans, l'Euro 2020, où il a été incroyable. Il a été pour moi même le meilleur défenseur de la compétition. Il a été le capitaine avec sa petite truc sur sa casse, c'était magnifique. Pour moi, vraiment, il y a Ramos, il y a Chiellini, il y a Pepe, c'est le top 3. Thiago Silva, je le mettrai dans le top 5, mais vraiment, je pense pas qu'il touche au niveau du top 3 que j'ai dit. Surtout que Thiago Silva, on va se le dire, c'est souvent un joueur qui se chie dessus dans les grandes compétitions. Certes, il y a la Ligue des Champions avec Chelsea, mais avant ça, au Paris Saint-Germain, vraiment, dès qu'il y avait un grand match, ça allait pleurnicher dans les vestiaires et c'est vraiment quelque chose pour moi, pour un défenseur, qui est primordial, qui est vraiment d'être un caractère fort, être un leader. Et quand tu vois que ton club y perd et tu vas chialer comme ça, honnêtement, pour moi, je ne le mets pas dans le top 3. En soi, il y a vraiment match, hein. Ramos est vraiment intouchable sur les dernières années en top 1. Et après, il y a match, il y a même aussi, si on parle par exemple d'un prime, on parle de Jérôme Boateng, c'est vraiment discutable. 2014. Ouais, vraiment, il était chaud. Après, Thiago Silva, vraiment sur les caractéristiques pures de défenseur, je pense il a vraiment sa place, pourquoi pas tout en haut. Et l'argument de dire les grands matchs, il était plus là, en fait, je l'avais avant, mais depuis sa Ligue des Champions avec Chelsea, où il a vraiment été, je trouve, l'un des meilleurs défenseurs au monde à ce moment-là, alors qu'il avait plus de 35 ans, vraiment, ça rehausse un peu sa place dans son classement. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment pas déconnant de le mettre deuxième. Surtout qu'avec Paris, ok, il y a eu des moments où c'était compliqué, mais il y a par exemple sa tête contre Chelsea qui reste un moment marquant. Et à Paris, c'est quand même, je pense, l'un des meilleurs défenseurs qui est passé dans l'histoire du club. Donc c'est vraiment un passage marquant. Pour moi, le voir deuxième, je suis plutôt d'accord avec l'avis du follower sur Instagram. Et toi, t'en penses quoi? Sans ses blessures, Paulo Dybala aurait facile pu devenir top 3 des meilleurs attaquants de son époque. Bon, je vais commencer parce que Ouais, ça vas-y, parle de tu l'un l'aimes de bien, mes tu joueurs l'aimes bien, tu préférés. l'aimes bien. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Il était vraiment dans une Juve qui survolait l'Europe, même s'il y a eu le Barça, il y a eu le Real. Mais Dybala, sans ses blessures, vraiment, je pense, honnêtement, il était dans cette génération de Pogba, James, Bale. Il est un peu arrivé après. Mais vraiment, je pense que sans ses blessures, il aurait déjà permis à la Juve, parce que je suis sûr de ramener une Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain.
Il était passé à ça en 2017 contre le Real. Il avait fait un match de fou furieux aller-retour contre le Barça, ce fameux 3-0 avec son Oui, doublé. je m'en souviens encore. Franchement, Dybala, meilleur attaquant de sa génération, je pense que c'est pas faux à le dire s'il n'y avait pas eu les blessures. Moi, je trouve que c'est un peu haut quand même. Dybala, meilleur à son poste sans les blessures ou même top 3, je trouve que c'est un peu trop haut. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que Dybala, en fait, il y a eu des grosses promesses, mais déjà, comparé aux autres de sa génération, je sais pas, j'ai toujours trouvé En fait, un peu en dessous. il y a eu cette comparaison directe avec Messi qui met toujours un frein à un joueur. Cette comparaison avec Messi, surtout quand c'est un 10, c'est un gaucher, Ouais, il est argentin, tatoué, ouais. il y a de l'élégance. Dybala, c'est trop beau à avoir joué. Tu le compares tout de suite à Messi, et quand tu vois les gars comme Boyan, comment ils ont terminé, tu te dis c'est chaud. Et après, le corps, il a pas suivi. C'est comme ça, mais je pense vraiment qu'il aurait pu faire atteindre la Juve un cran au-dessus. Et peut-être pas un ballon d'or, mais vraiment, il se rapprochait et tout. En plus, je pense qu'un Dybala Prime, ça aurait apporté un truc de fou en Argentine, même s'il y a toujours ce débat où on le fait jouer, s'il y a Messi et tout Ouais, ça. c'était ça aussi. Mais je pense que vraiment, Dybala Prime sans blessure, il est vraiment dans le débat de Pogba, de Bale et tous ces joueurs-là, comme je l'ai dit au début. Ouais, je suis pas complètement sûr pour le coup sur celle-là. Je pense qu'en termes de potentiel, sans blessure, etc., il aurait peut-être pu se rapprocher je sais pas, de la catégorie Pogba, Bale, Neymar. Mais Après, c'est des catégories qu'on a annoncé Ballon d'Or, quand ouais, même. c'est vrai au final. Donc, en fait, je pense en termes de potentiel, pourquoi pas, mais même sans blessure, je sais pas, j'ai toujours trouvé que son plafond, son niveau max à Dybala, il était en dessous de celui que pouvait atteindre Bale, Neymar, etc. Donc, Après, pour le coup, je suis pas complètement d'accord. Mais... si je peux te couper, il est aussi pas dans les mêmes conditions. Ouais, c'est vrai, c'est Neymar, vrai. quand il arrive au Barça, il est dans une condition de roi. Il y a Suarez qui arrive, il y a Pogba, Ouais, il y a toute une équipe autour qui est vraiment incroyable. Après, ce qu'il ne faut pas lui enlever, c'est vrai que en 2017, c'est un peu le patron de la Juve, c'est le joueur offensif qui fait la différence, etc. Et après, ça a un peu retombé. Il y a eu des saisons où c'était difficile avec Ronaldo, etc. Euh, je sais pas. En fait, moi, je suis pas convaincu qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut, Dybala, mais après, c'est mon avis, quoi. Mm. Et puis, je suis pas expert de la Juve comme toi non plus. Après, il a su prendre le numéro 10 de Del Piero, mais qui était avant à Tevez. Et je trouve que cette équipe-là, l'équipe de la Juve en 2017, elle était encore meilleure que celle de 2015. Parce que vraiment, il y avait vraiment ce truc où, quand on bat le Barça et qu'ils viennent de mettre une remontada au PSG, c'était un truc de fou. Il y avait déjà, quand on les bat 3-0, il y avait déjà remontada, etc. numéro 2, mais il y avait une défense qui était impassable, même s'il y a Ronaldo qui est passé par là, mais Lui, il passe à travers toutes les défenses. c'est un classique. Mais vraiment, il était vraiment dans une équipe où c'était homogène de tous les côtés. Il pouvait vraiment performer, surtout qu'on était sur le Higuaín Prime et sa complémentarité. Ça s'est vu face à Tottenham qui était incroyable. En vrai, Dybala face aux grands, c'est vraiment il était toujours là. Il n'a jamais eu un mou face à des grands clubs parce que franchement, c'est très dur à performer en tant que numéro 10 à la Juve parce qu'on est tout le temps associé à Del Piero. Tevez, il a plus ou moins fait, mais il avait déjà un bagage derrière lui. Ouais, ouais, Tu vois, Tevez, il avait déjà. Dybala, il est jeune, on vient le chercher à Palerme, on lui donne le numéro 10 après Pogba, qui est l'un de ses meilleurs amis qui est parti. Du coup, il se retrouve un peu seul. Et franchement, ce qu'il a fait à la Juve, je vais terminer sur ça, si tu me laisses Ouais, terminer. Pour moi, Dybala, c'est une légende de la Juve à 100%. Garcablo qui dit Ben Arfa a autant de talent pur que Lionel Messi. Bon, je te laisse, hein, là, c'est. Next, non. Next. Non, mais faut quand même répondre, mais ouais, non. En fait, sur quoi on se base pour dire ça? Parce que il pense quoi que c'est un meilleur dribbleur? Je suis même pas sûr. Il a juste fait plus de gestes techniques. Ben Arfa, Il ouais, a voilà. peut-être une meilleure compile, t'as plus envie Non, de faire les. franchement, je suis même Non. pas sûr. Je suis pas sûr. Ben Arfa, voilà, il savait bien dribbler, il savait faire des beaux passements de jambes. Il a des actions vraiment folles avec Newcastle, par exemple, je m'en souviens. Mais bon, comparons pas à Messi quand même. Je pense que Respectons dans 30 ans, on va pas se rappeler de Ben Arfa. Peut-être en France, oui, c'était un joueur technique comme tu as dit. Mais bon, le débat, on va le finir. Next, allez, on envoie la prochaine.
Endai tiré du bas E-King qui parle surtout d'un roi. Totti n'est pas une légende. C'est fort quand même. C'est fort, c'est fort, c'est fort pour un gars qui a vraiment déjà, comme il a dit, il est resté toute sa carrière à la Rome. C'est déjà un choix fort, ça montre que tu as envie d'être une légende déjà du club, mais en fait tu as envie d'être une légende du football, mais qu'avec ton club. Ça c'est quelque chose d'important, ça dégage déjà quelque chose. Et quand on parle de légende, c'est quelque chose d'important. Ce qui dégage, il était élégant, il savait tout faire balle au pied, c'était un dribbleur. Il marquait des pénaux, des coups francs, il était décisif. Il a une Coupe du Monde où il est super important pour l'Italie. Il a ce championnat avec la Roma. Certes, il refuse United, certes, il refuse le Real. Ça aurait peut-être pu lui donner un ballon d'or, mais je pense que c'est un gars vraiment qu'on ne le valorise pas beaucoup parce qu'il est resté dans un club assez top 5 de Serie A, pas plus, mais il a vraiment poussé la Roma à gagner un championnat, il a poussé l'Italie à gagner une Coupe du Monde. Et surtout que il faut se dire que c'était le titulaire en squadra azzurra devant des gars comme Del Piero, c'est ça qui est important. C'était lui le numéro 10 du pays. Avec la Roma, il a tout fait, franchement, et de jouer jusqu'à 40 ans, être le plus vieux buteur de l'histoire de la Serie A et de la Ligue des Champions à un moment, c'est important pour moi, il dégage tout, il a de l'aura, il a des moments magiques, il a des buts de fou, il a tout, vraiment, il est trop élégant ce mec, élégant, donc légendaire. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas expert Serie A, mais je pense que c'est quand même une légende. En fait, c'est un joueur, tout le monde le connaît plus ou moins. C'est Totti. Là, on dit Roma, on Ouais, dit c'est Totti. c'est ça. T'es une donc, légende, tout de c'est suite. ça. Et puis en fait, pour moi, légende, il n'y a pas. Bah, il y a l'aspect terrain, et effectivement, il y a le palmarès, mais il y a aussi tout ce que, comme tu as dit, tout ce que tu dégages, toute l'aura, tout ce que tu représentes. Est-ce que dans 10 ans, on va encore se souvenir de toi? Bah ouais, franchement, Totti, je pense qu'on va encore s'en souvenir. Donc déjà, juste pour ça, ça place en légende. Et après, c'est sûr que s'il avait fait un transfert au Real, comme il pouvait à un moment, j'aurais peut-être fait une meilleure carrière et il n'y aurait pas du tout eu ce débat. Mais c'est quand même honorable tout ce qu'il a fait pour la Roma et pour l'Italie. Donc pour moi, ça reste une légende du foot. Et au final, il a atteint ce qu'il voulait atteindre. Il a donné un championnat à son club qu'il attendait depuis plus de 20 ans. Il a eu sa Coupe du Monde, c'est super important. Il échoue en 98 avec l'Italie face à la France au penalty. Il échoue en 2000 au but en or. C'est des moments où il prend une Coupe du Monde, il prend un Euro, ça prend 2 Coupes du Monde, on le met en légende, mais déjà qu'il a ces moments-là, c'est indéniable que Totti est une légende du football italien, de Serie A, de la Roma et du football. Barça 2011 et Bayern 2020 sont les 2 meilleures équipes de ces 15 dernières années. Tu veux que je commence? Allez. Je pense que je suis partiellement d'accord. Le Barça 2011, c'est sûr, ils sont dedans. C'est potentiellement la meilleure équipe de l'histoire, donc c'est sûr qu'ils sont dedans. Et après, le Bayern 2020, très très fort, ça c'est sûr. Mais c'est le Final 8, on rajoute que c'est le Final 8. Ouais. Là, ils sont vraiment hyper impressionnants. Mais est-ce que déjà le Bayern 2013 n'est pas plus fort? En fait, avec eux, j'ai un peu un doute. On parle des 15 dernières années, donc est-ce que le dernier City de Pep, là, est-ce qu'il n'est pas plus fort? Et puis, il y a toujours en fait, le Real 2017 où, moi en tout cas, j'ai du mal à les juger parce que je pense qu'en termes de niveau de jeu, par exemple, ils sont en dessous du Bayern et du City. Par contre, tu fais-leur jouer 2 matchs aller-retour entre le Bayern 2020 et le Real 2017. Qui c'est qui gagne? Je suis pas loin de penser que le Real 2017, ils peuvent taper à peu près tout le monde. Pas grâce à leur jeu, mais je sais pas, il y avait une aura, il y avait Ronaldo, il y avait. Ouais, voilà, mais dans un match de Ligue des Champions, je pense que pour les taper, ça va être vachement Après, chaud. quand t'as Ramos Prime, t'as Varane Prime, Ronaldo Prime, Casemiro, bon, je vais pas faire le 11. Sur leur prime, Je vais pas faire le 11. En vrai, moi, je pense que ça se tape entre Bayern 2020, qui est pour moi, en termes de jeu offensif, la meilleure équipe peut-être de l'histoire. Je parle bien en termes de jeu offensif. Après, il y a le Barça, du coup 2011, qui est en termes de jeu sûrement la plus belle. On peut prendre encore les époques de Saki ou de Cruyff avec le Barça. Mais je pense que ce qu'il dit, c'est pas faux. Je pense que c'est les 2 meilleurs. Mais comme tu as dit, si on fait une draft, du coup, ça draft le Bayern et moi le Real, je pense que le Real, ça gagne quand même. Parce qu'il y a comme tu as dit, il y a toute cette aura de la Ligue des Champions, ces joueurs prime. T'as Ronaldo, mais
mèches blondes. Quand t'as les mèches blondes, Voilà, c'est fini. voilà. Du coup, je pense que on peut insérer le Real dans le débat quand même. Ouais, et Et franchement, je suis même pas loin de penser que le City de Pep. Après, c'est peut-être un peu culture de l'instant et il faudrait peut-être attendre, mais euh, en fait, par exemple, déjà le City de Pep, il est, je le trouve, plus impressionnant dans le jeu que le Real 2017. En même ouais, temps, le Real 2017, je pense qu'il les tape à City. Donc, en vrai, je pense que ça joue, pour moi, ça joue entre les trois équipes là. Et après, tu mets l'ordre un peu comme tu veux. Ça dépend. En fait, dans le jeu, je pense que le Bayern, ils sont dedans, c'est possible. Mais après, si tu fais un match, par exemple, le Real 2017, faut y aller pour les taper, quoi. C'est après, compliqué. c'était le Final 8. Est-ce que le Barça, le Real et City prennent le Bayern sur un match? C'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi la question. Parce qu'on dit que le Real sont très forts sur deux matchs en 2017, mais le Bayern sont très forts sur un match. Je pense que En si Final c'est 8, ouais. une finale de Ligue des Champions, si on prend vraiment une finale, si on prend les quatre, j'en choisirais deux, c'est le Real ou le Bayern. Mais s'il y a un match, je pense que le Bayern c'est quand même un peu au-dessus. T'en penses quoi? Ça dépend. En finale, Finale, Ligue des Champions, ouais, finale Ligue Tous des les- Champions, moi, le Real 2017 il gagne. 2017. Mais en fait, il y a un truc aussi. Bon, c'est trop compliqué de comparer des équipes comme ça entre chaque année, mais au Real, j'ai l'impression qu'à un moment, si le match il est hyper serré 0-0, ah bah t'inquiète, il y a un mec qui en fait il va plus facilement te sortir l'exploit individuel. Ronaldo, Bale, Modric, il va t'envoyer une passe, Marcelo Prime, il va te faire un centre, Ramos, il va te mettre la tête. Où tu fais rentrer Asensio et c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, voilà. Alors qu'au Bayern 2020, bah je sais pas, il y a un peu moins le joueur qui va faire la différence un peu à lui tout seul. C'est vraiment le collectif qui est parfaitement huilé et tout. Ah, je sais pas. Euh, La plus belle et la plus impressionnante, c'est le Bayern. Et peut-être la plus forte, c'est le Real. Pour moi, je dirais ça, mais je suis pas sûr et son avis il se tient. Il est complètement compréhensible, quoi. Du coup, pour lui, c'est le Real, pour moi le Bayern. Mais c'est à toi de répondre et de me dire si c'est plus le Bayern ou plus le Real sur un match. Ou le City de Pep, hein. Moi je maintiens que. Attention au City de Pep. Très grand fan de Guardiola, Voilà, il a donc, lu son livre et tout, donc on J'ai comprend. kiffé, super. À toi de répondre. Alors, ce Unpopular Opinion vient de Raphaël qui n'a pas Insta, du coup, et c'est sur Insta. Alors, celui-là, ça va prendre 10 secondes. Cosiello a le talent de Iniesta. Alors, sur ce Unpopular Opinion, on va parler du gars qui arrive juste ici. Au revoir. Alors, ça vient de Instagram de Mathieu.brnll. Thomas Müller est trop oublié dans la discussion des meilleurs milieux all-time. Patron du Bayern pendant tellement d'années, pareil pour l'Allemagne. En 2010, il finit meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur jeune de la compétition. S'il était brésilien ou argentin, il aurait gagné le ballon d'or. En plus, on l'a jamais mis à son avantage buteur, milieu offensif. Sur le côté, il a toujours performé. Deuxième meilleur passeur de l'histoire du foot. Ou pas sûr de ça. Hein. Huitième meilleur buteur de la Ligue des Champions all-time. Le mec joue même pas BU, c'est le seul dans le top 12. 144 buts en général pour un milieu, toujours présent dans de grands moments, dans les plus grosses humiliations. Ça, Oui, tu connais, vu que t'es Barcelonais. Du Barça, ouais. On parle pas de lui dans les meilleurs milieux parce qu'il est pas assez beau, vieille dégaine, aucune élégance. Voilà mon unpopular opinion. Merci. Alors je vais débuter moi. Pour moi, c'est pas faux de penser ça. Peut-être pas le meilleur milieu all-time parce qu'on sait déjà pas trop de quel poste il est. Mais moi, je vais vraiment parler en tant que Müller, milieu offensif. Pour moi, c'est pas faux de le mettre dans le débat des top 10 meilleurs milieux offensifs de l'histoire. Il est sûrement 8e, 9e, voire 10e. Mais Müller, c'est un gars déjà pour moi qui a été longtemps sous-coté. Pendant 10 ans, plus de 10 ans, il était sous-coté. C'est un mec qui est là dans la Coupe du Monde 2014 de l'Allemagne. Il est là sur toutes les Ligues des Champions du Bayern. Il n'a jamais manqué les grands matchs. Il est toujours là pour les humiliations pour le Barça. J'ai vécu. Il est présent. Franchement, mettre Müller dans ce débat-là, c'est juste, c'est pas faux. C'est peut-être pas le meilleur, mais comme je l'ai dit, vraiment 8e, 9e, 10e, il y a moyen. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que tu as tout dit. Le commentaire aussi, il a tout dit. Son problème, c'est ça, c'est le côté élégance, allemand. Il est pas brésilien, il fait pas de gestes techniques. J'ai jamais vu faire un passement de jambes ou quoi. Et
c'est ce qui joue un peu en sa défaveur. Et c'est pour ça que, en fait, Müller, c'est un super joueur, c'est un top mondial, mais je pense que c'est le top mondial que le moins de fans, en fait. J'ai jamais vu un mec dans la rue me dire, oh, moi je suis fan de Müller. À part c'était fan du Bayern, ok, mais sinon c'est ça, le côté pas spectaculaire, ça joue en sa défaveur. En plus, comme tu as dit, on sait pas trop c'est quoi son poste, il peut tout faire, 10, jouer sur le côté, en 9, en faux 9, donc ça joue un peu en sa défaveur. Mais en fait, on peut rien lui reprocher. Il a tout le temps été là dans toutes les grandes compétitions. Il est hyper régulier depuis plus de 10 ans. Donc le mettre dans les top 10 des meilleurs milieux à vocation offensive de l'histoire, c'est pas faux de le dire. Et je pense pareil comme toi, vers 8, 9, quelque chose comme ça. J'ai pas la liste en tête, mais ça peut vraiment se faire. Et je suis plutôt d'accord avec vos avis. T'as parlé d'un joueur élégant ou autre. Si ça avait été un joueur élégant, vraiment en 2014, il aurait pu être là pour le Ballon d'Or. 2010, un peu plus compliqué avec la Il Ligue des était Champions. jeune à l'époque aussi. Ouais, Ouais, avec c'est la ça. Coupe du Monde de l'Inter et tout. Mais franchement, je pense pas que Lewandowski il aurait enquillé autant de buts au Bayern sans Müller parce que c'était Ouais, c'est vraiment sûr. son frérot de Bah, l'attaque. il y a des saisons où il est meilleur passeur, il fait plus de 20 passes décisives, je sais plus c'est Ouais, lesquelles il exactement. avait une saison à 25 Ouais, passes je crois que c'était l'un des records de ces dernières années, donc c'est vraiment l'un des meilleurs passeurs de la dernière génération, ça c'est quand même à mettre à son crédit. C'était un super joueur. Je pense qu'on peut dire peut-être, je sais pas, top 2 meilleurs joueurs allemands de la dernière décennie, quoi. Il y a match avec Neuer, quoi. C'est tout, je pense. C'est pas le même poste et tout, mais vraiment, ça serait pas du tout un mensonge de dire que Müller c'est le meilleur. Après, ça reste encore un débat et voilà, on va terminer sur ça. Et vous, vous en pensez quoi? Parce que c'est vraiment un sujet qu'on parle pas souvent parce que la Bundesliga c'est moins médiatisé donc c'est un peu plus dur. Peu de personnes regardent, même si je sais qu'en Allemagne et en France, Ça regarde un peu, mais il faut qu'on essaie de mettre un peu plus de lumière sur le championnat allemand et sur des joueurs comme ça, comme Thomas Müller, pour un peu les remettre en avant et vraiment bien les placer dans l'histoire du foot, quoi, parce que c'est des joueurs avec des histoires et des clubs vraiment importants. c'est sur Instagram, l'unpopular opinion de Stanley BNFT. Hugo Lloris est top 5 des meilleurs gardiens au 21e siècle avec Neuer, Courtois, Buffon et Casillas. Oh, je suis désolé, Je peux en citer au moins déjà 5. Ouais, je suis même pas sûr qu'il. Ouais, il est peut-être 9ème dans un top 10, je sais pas. Franchement, moi je suis désolé, j'ai jamais trouvé Lloris hyper impressionnant. Pour Part moi, peut-être en 2018, allez, la Coupe du Monde avec quelques arrêts qui sont pas mal. après la défense, c'est là aussi incroyable en 2018. Ouais, aussi. Et pour mais- moi, le fait qu'il ait pas fait le saut de Tottenham, ça montre déjà Ça- l'ambition ça gâche du tout, gars. ça gâche tout. Il était dans un confort. Pour moi, je pense même pas qu'il est dans le top 10 parce que si on prend des gars comme Navas déjà, Navas c'est déjà Ouais, en au-dessus. vrai, je pense qu'on peut faire un top 10. Il est pas dedans, Ouais, il je est pense. pas dedans, hein. Tu mets Neuer, Buffon, Casillas. Il avait dit qui? Courtois. Alisson, Courtois, Ederson, sûrement. Navas, peut-être Ederson. Moi, je mets Ter Stegen. Ouais, bah Ter Stegen Euh, aussi. Je pense qu'il est loin et il dégage moins. T'es face à Lloris ou t'es face à Neuer. Après, j'ai peut-être abusé, j'ai pris le meilleur, mais si t'es. Et même un joueur comme Derrea, je sais pas, Ça je dégage trouve Derrea plus. meilleur que Lloris. Il est peut-être. Franchement, je le mets peut-être 10ème du top 10 et encore, franchement, ça se tape avec les mecs derrière encore, hein. Après, il n'y a pas beaucoup à Ouais, débattre. non, franchement, pour moi, je suis pas d'accord. Non, moi je suis loin d'être d'accord. Parce que pour moi, un gardien, il doit quand même dégager un minimum quelque chose. Et il doit avoir des moments marquants. Il est en 2018. Il faut pas oublier la défense de fou furieux que la France avait, le milieu de terrain Pogba Kanté qui vraiment limitait la casse. Ouais, puis il a une carrière en club assez oubliable. Même si ça reste un bon gardien, hein, c'était un gardien, tu l'avais. C'est pas le point faible de ton équipe, ça va aller. Non, pour Mais moi, c'est pas le gratin mondial. c'est une légende de Tottenham, sûr, de la première ligue, ça reste un débat. Française, Ouais, je ouais, pense. il a quand même apporté Pas des peut-être, bonnes c'est choses. peut-être pas une légende française, mais c'est peut-être une légende de l'équipe de France. Ouais, voilà, ça, ouais, Voilà. on est d'accord avec ça. C'est déjà très bien pour lui, hein, franchement. Ouais, ben. voilà. Belle carrière. Si Marcus Rashford avait quitté Manchester United, il aurait pu avoir un ballon d'or. Un peu haut pour moi. C'est l'un de mes joueurs préférés, donc Ouais, on va vas-y, se calmer. vas-y, je t'en prie, mais. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà, il a débuté sa carrière dans un Manchester United vraiment douloureux pour des jeunes joueurs. C'était dur à se faire une place. Il a réussi à s'en faire une.
Mais je pense que au moment où il y avait l'appel de phare du Real, du PSG, des clubs comme ça, je pense qu'il aurait dû faire ce saut. Après, en vrai, on peut rien lui enlever que ça doit être un amoureux de Ouais, Manchester c'est sûr. et il veut devenir une légende du club. Là, on peut quand même le dire, ça va un peu mieux que Manchester United Ouais, avec puis ces l'arrivée de saisons Ten sont, Hag. les dernières saisons sont bonnes. Ces Donc, saisons, ils sont bonnes, mais je pense qu'en termes de potentiel, je pense qu'il avait. Je pense que c'est le meilleur jeune anglais qui est sorti depuis. Il y a Saka maintenant, ouais, il y a des bas, mais mais depuis Rooney, je pense. Après, je pense que c'est Rashford, vraiment, il dégage quelque chose déjà. C'est ça qui est important. C'est un joueur qui dégage quelque chose. Il est rapide, face au but, il loupe pas. C'est un bon passeur. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il est polyvalent. Je pense qu'en vrai, c'est un peu le même débat qu'on avait eu avec Dybala. Je pense que ça pouvait. Il était aussi dans cette génération-là, même s'il était après. Mais il aurait dû faire ce saut où s'il avait eu de la chance, il aurait été mieux, mieux entouré à ouais, ouais, ouais. Manchester. Et toi, t'en penses Bah, quoi? pour le coup, la comparaison avec Dybala et la vie d'avant, elle est vraiment bien. En fait, je suis exactement pareil. Je pense que c'est des joueurs, leur niveau max, il n'est pas aussi haut qu'on le pense. Après, c'est sûr qu'à Manchester, bon, il a aucune chance de gagner un ballon d'or, ça c'est sûr et certain. Alors, si on le déplace dans un autre club, je sais pas, au Real, au Barça, au Bayern, ok, c'est sûr qu'il va faire des meilleures saisons, je pense. Mais de là à gagner un ballon d'or, déjà le niveau, je suis pas exactement sûr qu'il l'ait. Et en plus, quand je vois les derniers ballons d'or, je vois pas à quel moment il aurait pu rivaliser avec Messi qui les a gagnés, je sais pas, par exemple en 2019, avec Modric, avec même Van Dijk qui l'a pas gagné mais qui a fait la saison de sa vie. Je vois pas dans quel contexte il aurait pu l'avoir. Là où je vais vous rejoindre un peu, c'est que voilà, on va dire qu'il mérite mieux que le Manchester United actuel. C'est le meilleur joueur de l'équipe, je pense, avec Bruno Fernandes. Il pourrait mériter mieux, mais bon, c'est un amoureux du club, il va y rester toute sa vie. Et puis, s'il continue d'exploser avec des grosses saisons à Manchester United, on va se dire, c'est dommage, il aurait peut-être pu partir un moment et franchir le dernier palier et devenir un top mondial. Et on va avoir un peu le sentiment d'une carrière un peu gâchée. Pour moi, je pense pas qu'il a le potentiel ballon d'or, mais pourquoi pas, Après, c'est discutable. Mais après, ouais, pour moi, il est loin de finir sa carrière. Il est encore ouais, jeune. c'est sûr. Il Ça y arrive. a la génération Messi et Ronaldo qui est finie. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités. Après, on sait jamais. Hein. Imagine Manchester United, là, ça C'est ça. remonte. Si Manchester United remonte, leur but, c'est que ce soit Rashford le centre du projet. Et donc là, attention. En plus, bon, il y a une grosse génération en équipe d'Angleterre. Bon, il y aura de la concu pour le Ballon d'Or, c'est sûr, mais on sait jamais s'il gagne la Coupe du Monde ou l'Euro. En même temps, il fait une grosse saison United, ils prennent enfin un titre, par exemple. Ah, selon les autres concurrents, ça peut se faire, pourquoi pas. Mais bon, il faut quand même pas mal de si, et il faut un scénario qui lui va quand même bien, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Dans un club de plus grande envergure que Séville ou Dortmund et avec une place de titulaire indiscutable, Ciro Immobile aurait pu devenir un plus grand neuf Luis Suarez, pardon, ou Lewandowski. Waouh. Bon, alors celui-là, là, Parce que le débat, il est déjà performe déjà à Séville et à Dortmund. Et après, ouais, tu déjà, ouais, viendras au toquer à final, la ouais. porte à quelques grands attaquants. Je pense que quand t'as pas performé à Séville et à Dortmund, même si oui, t'étais un peu dans l'ombre de Aubameyang, mais t'as déjà pas performé là, je suis désolé. Après, grand joueur, grand attaquant, légende de Serie A, sûr et certain, légende de la Lazio, mais tu performes pas. Surtout, il y a ce débat qui est souvent, est-ce que c'est un grand attaquant? Non. Pourquoi? Parce que il performe pas déjà en sélection. Ouais, en fait, dès qu'il y a le très très haut niveau, dès qu'il a un peu de pression avec un maillot qui pèse un peu son poids, bah, il est plus trop là. Donc, ouais, puis comparé à Suarez, Suarez, on pourrait le comparer limite au plus grand œuvre de l'histoire et on compare Ciro Immobile à lui. Ouais, c'est un peu du manque de respect pour Suarez. Alors on termine sur un unpopular opinion super intéressant. Ça vient de NYS0616. La première ligue est surcotée car ils n'ont pas de philosophie de jeu précise ni de vrais supporters. On la considère comme meilleure ligue à cause des superstars uniquement. Il existe des exceptions quand même. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis un grand défenseur de la première ligue. Pour moi,
Il y a zéro débat, c'est le meilleur championnat au monde. Euh, L'histoire des supporters, si, tu as quand même plein de clubs historiques, donc tu as plein de grands supporters. Il dit ça peut-être parce que c'est pas les ambiances, je sais pas, où il y a plein de pétards, où il y a plein d'extravagance autour du stade, mais il y a plein de clubs historiques. Déjà, quand tu dis Big Six, quel championnat peut dire moi j'ai 6 grands clubs historiques dans mon championnat? La Serie A des années 90, elle peut. Ouais, en 90 peut-être, mais maintenant ils sont plus vraiment au niveau. En fait, c'est ça. Après, il est peut-être un tout petit peu moins intéressant parce que City domine tellement le championnat qu'ils sont clairement favoris. Mais il y a des époques où on se disait, bon, qui c'est qui gagne cette année le championnat? Il y avait une bataille vraiment à 3-4 équipes. Et puis on voit là même pour le top 4, là il y a une course à 6, 7, 8 équipes cette année par exemple. Donc ça reste le championnat le plus intéressant. L'histoire de philosophie de jeu. C'est faux parce que si tu prends l'exemple récent de la Serie A, c'est une philosophie super défensive et c'est ennuyant. Donc, Ouais, voilà, donc est-ce que tu es obligé d'avoir une philosophie de jeu pour être un grand championnat? Je sais pas. Ça reste Même s'il n'y a pas de philosophie de jeu, c'est les matchs où tu t'ennuies le moins. Tu te mates un match de PL le jeudi à 16h, tu devrais pas t'ennuyer, normalement il y aura des buts. L'histoire des grandes superstars, Après, c'est vrai qu'il y a, je sais sur pas. revenir juste sur la philosophie, c'est vrai que il y a moins de buts. Si tu as envie d'aller voir énormément de buts, tu vas en Allemagne, c'est une philosophie super Ouais, offensive. d'accord, mais bon. Mais là, en vrai, quand tu regardes qu'il y a des gars comme Guardiola, maintenant tu as De Zerbi, c'est des coachs vraiment d'une philosophie incroyable, un football de fou. Ça montre quand même que il y a une petite philosophie qui est en train de se mettre en place. Il y a la philosophie de Klopp aussi. C'est parler de philosophie, je trouve que c'est un peu une erreur. Il y a eu la Serie A des années 90, il y a eu la Serie A des années 2000, le début. Après, il y a la Liga. Et maintenant, il y a la Première Ligue. Je pense que c'est petit à Ouais, je pense petit. qu'il n'y a pas débat. En fait, ils sont trop forts partout. Ils ont les meilleurs stades, et les équipes, et ils savent aussi se vendre aussi. La PL, tu regardes, c'est beau. Il y a la réalisation des matchs, elle est belle. En fait, tu sens que c'est un championnat vraiment moderne. Et c'est le championnat fort maintenant. Tu as les meilleures équipes, tu as ceux qui performent en Ligue des Champions. Tu as des rivalités un peu qui se sont faites, des nouvelles. À un moment, il y avait City, Liverpool, Klopp, Guardiola. Là, tu as peut-être Arteta, Guardiola. Tu as tout le temps des histoires à raconter sur le championnat. Tu as tout le temps des équipes aussi qui émergent, ou au contraire, tu as des équipes qui sont là depuis longtemps, qui ont fait des bonnes perfs, qui commencent tout doucement à décliner. Par exemple, Everton, des fois, on se dit ils peuvent descendre. C'est quand même. T'as jamais de match facile en PL. Pour moi, Surtout, c'est le meilleur ce qui est championnat. bien, Ouais. c'est avec la Première Ligue aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est homogène en termes de joueurs étrangers. Ça veut dire que vraiment, tu peux trouver de tout. C'est vraiment des joueurs, tu trouves des Italiens, des Anglais, des Français, des Allemands. Mhm. Tu vois un peu tout. Tu vois que le rêve un peu des joueurs, c'est d'aller performer Ouais, maintenant, c'est la PL. en PL. Ça s'est vu. Après, il y a des exceptions, pardon, comme Bellingham qui ne veut pas aller performer en PL parce qu'il est dans le meilleur club du monde. Mais franchement, c'est un rêve pour tout le monde d'aller jouer en Premier League. À moins que tu sois vraiment attaché à un club ou à un pays et tu pars pas, mais ton but ultime, c'est toujours d'aller en Premier League, d'aller performer. C'est la preuve des joueurs. Je vais prendre des exemples un peu basiques. Payet, Sanson, c'est des joueurs. Camara, c'est des joueurs. Ils sont passés de l'OM à Newcastle. C'est des clubs peut-être pas plus forts que l'OM, mais c'est des clubs plus médiatisés. Ouais, c'est la Tu PL. joues la PL, c'est ça. Même si tu joues à Nottingham, qui est un club relégable, ben, tu joues en PL et c'est vraiment quelque Ça va chose. te montrer aux grandes PL. Après, tu C'est vas pouvoir ça. accéder aux grandes PL. Et puis, même les autres clubs dans d'autres championnats regardent la PL. C'est là qu'il y a le plus grand vivier de bons joueurs. Donc, c'est là qu'on va les chercher. C'est là que tu attires un grand transfert donc, par la suite. Donc, pour moi, vraiment. Là, sur le coup, il n'y a vraiment pas débat. Pour moi, c'est PL, elle est tout en haut dans la hiérarchie des championnats. Après, le reste, je sais pas, on peut classer un peu dans l'ordre qu'on veut, mais la PL, elle est largement, largement devant. Donc, elle n'est pas surcotée. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. C'était un plaisir de lire vos avis. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous connaissez la musique. Il y aura bien évidemment un épisode 2 si celui-ci dépasse les 1000 vues. Je voulais remercier Jordan. C'était un plaisir. On se retrouve à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao Ciao, l'équipe.